Georges passer à l'état initial. Et donc évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est important d'avoir des données pour pouvoir alimenter nos modèles, hein, c'est même indispensable. Et donc une partie du projet APIC a consisté justement à acquérir ces données, hein, qu'elles soient biologiques ou humaines. Et on va commencer par l'intervention de Jacques Graal, qui va nous parler des campagnes à la mer, auxquelles plusieurs d'entre vous ont participé. Pour les passer. Ok, bonjour. Donc je me présente. Je suis Jacques Graal. Je fais de l'écologie benthique et de l'observation à l'Institut universitaire européen de la mer. Et donc Georges et François m'ont demandé de parler des campagnes en mer, hein. Alors ce que je vais vous présenter, c'est un peu une galerie d'outils qu'on a utilisés et puis quelques résultats qui en découlent. Alors, donc voilà, en gros, les objectifs qu'on avait, hein, c'était de caractériser l'environnement, évidemment, la colonne d'eau et puis le fond, de décrire la composition des communautés, en particulier les communautés benthiques, de ce qu'on rencontre là-bas, de décrire le fonctionnement de l'écosystème dans la mesure du possible, en gros, comment transite le carbone par cet écosystème, et puis qu'est-ce qu'on peut y trouver. Et puis aussi, on avait le désir de revisiter les stations historiques, parce que notre directeur de thèse, à toi et à moi, est passé par là-bas dans les années 60. Du coup, on disait que c'était assez intéressant de voir un peu l'évolution à long terme de l'écosystème. Et enfin, il y avait aussi comme objectif de caractériser l'effet récif généré par l'implantation des mouillages fixes. Et là-dessus, j'aurais assez peu d'éléments à vous présenter. Alors, pour la stratégie d'échantillonnage, il va me manquer peut-être une diapo. Non, ça va marcher. Donc, on est parti justement des fameuses cartes que je vous ai présentées, enfin, dont je vous ai parlé là, de notre directeur de thèse des années 60. Hein, et on se rend compte que quand on regarde la zone, là, il y avait différents habitats. Et c'est pourquoi on a visé à mieux connaître ces différents habitats entre eux. Hein. C'est pourquoi on a réparti les stations entre elles le long d'un gradient est-ouest, on va dire. Hein. C'est un gradient plutôt de zones sableuses vers des zones qui sont plutôt vaseuses, hein, ce que vous voyez plutôt en vert là-dessus sur cette carte. À droite, vous avez donc l'emprise de tous les échantillons dont je vais vous parler. Donc il y a plein de choses. Hein. Il y a des choses pour caractériser l'eau, les sédiments et puis le vivant. Donc on a d'abord cherché à caractériser évidemment l'environnement et la colonne d'eau. Pour ça, on a utilisé des sondes CTD, hein, des choses assez classiques pour faire des profils où on peut voir la température, la salinité, l'oxygène, la chlorophylle. Et puis on a regardé aussi, on a prélevé de l'eau pour voir un peu ce qu'il y avait dedans et en particulier pour voir un peu les isotopes stables. Je vous en parlerai plus tard à quoi ça sert. Mais donc on n'a pas fait que utiliser des instruments électroniques, on a aussi ramené de l'eau à bord. Et puis, on a essayé de caractériser les sédiments, et en particulier la granulométrie. Pour ça, on a utilisé un carottier multitube. Et puis, ces granulométries ont été analysées par granulomètre laser. On a utilisé aussi ce qui s'appelle un profileur sédimentaire, histoire de voir un peu comment se répartit un peu la faune et voir un peu ce qu'on peut voir sur des images, comment est le sédiment sur une tranche sédimentaire d'environ 20 cm. Hein. Donc c'est un objet qui va descendre dans le sédiment et qui va vous faire une photo de la tranche sédimentaire, de la surface, de l'interface de eau sédiment jusqu'à 20 cm de profondeur. Vous avez à droite des exemples de ces photos, je vous en remontrerai plus tard. Ce qui a été déployé aussi, hein, c'est un traîneau vidéo qui s'appelle Pagure, qui est un prototype monté par Antoine Carlier à Ifremer, hein, qui permet d'obtenir des extraits vidéo. Et on peut voir là-dessus donc des paramètres sédimentaires, mais aussi de la faune, surtout de la mégafaune, hein, donc la faune de grande taille. Évidemment, on a fait ce qu'on sait faire le plus, c'est des échantillons quantitatifs de faune benthique à partir, en l'occurrence, d'une benne amont, qui est une benne d'assez grande taille, d'1/4 de mètre carré. Vous la voyez là travailler au fond et on voit qu'elle travaille assez mal pour récupérer ce qu'il y a en surface du sédiment, mais c'est pas grave. Et au résultat, on voit, hein, quand on a tamisé, on a essentiellement des bivalves et puis des vers, des petits crustacés, et c'est ça qui nous sert à caractériser un peu ce qui se passe sur le fond, mais c'est aussi l'essentiel de la nourriture des poissons. Il y a des chaluts à perche, hein, qu'on a utilisés aussi classiquement pour évaluer aussi la mégafaune benthique et les poissons qui sont à proximité du fond.
Donc ça, c'est un chalut avec une maille dans la chaussette, c'est 5 mm, donc on peut récupérer de la faune d'assez petite taille, et ça permet d'avoir une évaluation semi-quantitative de ce qu'on trouve sur le fond de faune de relativement grande taille, en tout cas plus grande taille que ce qu'on trouve dans nos bennes amont. Et enfin, pour les revisites, on a ressorti un vieil engin qui est des années 60, c'est une drague, ce qu'on peut, les Anglais appellent ça une drague ancre, c'est un simple sac qui est mis sur un anneau métallique qui est tiré par le milieu, et on récupère la faune là-dedans. C'est ce qui a été utilisé dans les années 60 et c'est ça qui nous intéresse chez lui. Voilà, donc pour caractériser l'environnement, la colonne d'eau, voilà ce que ça donne à un profil CTD avec la sonde que je vous ai montrée tout à l'heure. On peut voir grâce à ça des températures, les changements de température, en particulier quand on était là-bas l'été, on voit qu'il y avait évidemment la température est plus chaude à une certaine profondeur, c'est-à-dire près de la surface, et puis au bout d'une certaine profondeur, elle tombait à 11 degrés, elle va jusqu'à 11 degrés en bas. Et ce qu'on pouvait aussi s'apercevoir, c'est que la production primaire par le phytoplancton avait lieu exactement à l'interface entre l'eau chaude et puis les eaux plus froides, qui sont probablement plus riches en sels nutritifs, et les eaux chaudes qui, elles, c'est la température qui intéresse le phytoplancton pour ces réactions métaboliques. Donc en gros, voilà, on a pu caractériser l'environnement et la colonne d'eau là-dessus. D'un point de vue granulométrie, voilà ce qu'on a fait à partir du granulomètre laser, c'est qu'on a caractérisé donc les différentes zones. Encore là, ici, vous avez donc le gradient est-ouest, les stations qui étaient le plus à l'est sont à gauche de ce graphique, et puis les plus à l'ouest sont celles qui sont à droite, et vous voyez qu'il y a un gradient en fait de la présence de particules fines sur le graphique. Là, vous avez à partir du haut, c'est des boulders, c'est-à-dire des blocs, jusqu'au vase, jusqu'au silt, et on voit que plus on va vers l'ouest, plus c'est fin, comme ce que nous disaient les cartes anciennes. D'un point de vue de la composition des communautés benthiques et de ce qu'elles sont, on a pu obtenir donc des biomasses quantitatives, et on voit qu'environ, en moyenne, on a 4 grammes de matière vivante par mètre carré, un peu partout, et que même s'il y a il y a une erreur autour de ce chiffre-là, c'était quelque chose qui est assez constant, même si ça a eu tendance à augmenter au cours de l'année. On voit que dans la première saison, qui était au mois de mai, il me semble, on a des biomasses qui sont un peu plus faibles que ce qu'on a observé au mois d'août. Et bon, c'est plutôt rassurant, parce qu'en général, nos systèmes travaillent comme ça, et ils ont tendance à produire au printemps et en été. Donc en gros, voilà, maintenant, ce genre de données-là peut entrer dans les modèles dont on vous parlera plus tard, j'imagine. Mais ces données quantitatives aussi d'espèces qu'on a identifiées dans la macrofaune nous ont permis de mieux comprendre aussi comment se structure la faune benthique sur le fond. Et on s'est rendu compte que en fait, ce à quoi on s'attendait n'était pas forcément vrai. On pensait avoir un gradient de communauté de l'est à l'ouest, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a plutôt 2 grands types de communautés benthiques, celles qui sont les moins profondes donc à l'est, ce que vous avez ici en orangé et en vert, pardon. Et puis à l'ouest, on a donc les communautés qui sont associées à la vase et qui sont légèrement différentes des autres. Donc voilà, en gros, ça c'est basé sur en fait l'identification au laboratoire de chacune des espèces qu'on a rencontrées et son dénombrement. On les pèse et on les met tous dans une même analyse statistique, et c'est ça que ça donne, ce que vous avez à gauche. Plus les points sont proches d'entre eux, plus la communauté est similaire, et inversement. Voilà. On a aussi donc réalisé, histoire de décrire un peu le fonctionnement de l'écosystème, donc des analyses par isotope stable de la faune benthique et puis des poissons. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la technique, mais ces isotopes stables du carbone et de l'azote, ça permet de savoir en gros la source de nourriture, sur quoi la bestiole qu'on analyse s'est nourrie, et puis aussi son niveau trophique. En gris, vous avez aussi ce qu'on appelle les sources de nourriture, donc c'est-à-dire de la matière en suspension qu'on a pris dans les bouteilles que je vous ai montré tout à l'heure, de la matière déposée qu'on a pris dans la vase, et voilà. Donc,
Ce que je veux vous montrer ici, c'est que donc, on a classiquement un réseau trophique qui montre des organismes qui vont se nourrir du phytoplancton, en particulier le zooplancton évidemment, donc, et puis des suspensivoires qui vont se nourrir directement de ce qui descend du fond, et puis après des animaux qui vont se nourrir de ces animaux-là qui se nourrissent de la matière, la production primaire. Et puis après au-dessus, on a les poissons qui sont des carnivores qui se nourrissent à la fois du benthos et puis de poissons également. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a des différences entre les deux habitats. La structure du réseau trophique n'est pas tout à fait la même entre ce qu'on observe dans le sable et puis ce qu'on observe dans la vase. Bon là, je ne sais pas si vous avez des questions plus tard, on pourra en reparler, mais c'est un peu plus riche, un peu plus diversifié ce qu'on observe dans la vase. Voilà, si on les met l'un à côté de l'autre, c'est deux réseaux trophiques, on voit qu'ils sont relativement différents. Ils sont ici pondérés par l'abondance de ce qu'on a trouvé dans nos bennes. Et on voit que le carbone aussi va se concentrer pas tout à fait au même endroit, donc ce qui est aussi un indicateur de différence dans le fonctionnement de ces deux systèmes-là. Voilà, en gros, donc on a deux réseaux trophiques différents, un assez grand qui est dans la partie est, qui a l'air d'être assez homogène, et puis l'autre dans la partie ouest sur les sables vaseux. Au niveau du SPY, on a pu tirer quelques informations sur le fonctionnement du système et sur son état de santé. Alors vous avez ici, donc, il y a une méthode qui a été développée ça s'appelle BHQ, c'est Benthic Habitat Quality, où on va regarder à la fois la zone de redox, c'est-à-dire la zone qui est oxygénée dans le sédiment et celle qui ne l'est pas, c'est la ligne bleue que vous avez en haut. Et puis on regarde aussi l'activité biologique, en particulier les galeries qui sont faites par les animaux qui vivent là-dedans. Et si on regarde un peu les différents habitats, donc vous avez encore une fois ce gradient de sable des stations A vers les stations D, on voit que plus on va aller vers les stations D, plus on a de la vie, même si on a, une couche redox qui commence à apparaître à proximité de la surface, on a aussi des galeries, donc des animaux qui vivent à l'intérieur de tous ces habitats-là. Et donc ce fameux indicateur BHQ, là, il va prendre en compte cette zone oxygénée dans le sédiment et puis la présence de galeries et d'animaux. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de l'indicateur, mais on peut mettre ça en relation avec de l'abrasion qui peut avoir lieu, par exemple, par l'activité de chalutage. Et en l'occurrence, quand on fait ça dans la zone où on ne voit rien. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne voit rien. Peut-être que c'est dû aussi à l'histoire de l'écosystème. Autre chose qu'on a pu faire, là, je n'ai pas d'exemple à vous montrer d'Atlantique, mais de Méditerranée, je vais le faire quand même. On peut aussi, à partir donc des données pagures ou bien des données de chalut à perche, tirer des indicateurs d'impact, enfin, en tout cas, d'état de santé du milieu à partir en tout cas, en essayant de mesurer les perturbations qui sont dues au chalut. Et donc, pour ça, on va classer chacune des espèces en fonction de sa position, de sa nourriture, de sa mobilité, de sa taille, et peut-être de sa fragilité. Et grâce à ça, les espèces peuvent être groupées en 5 groupes différents, avec ici, vous voyez un gradient entre le groupe 1, qui sont les espèces qui vont plutôt profiter qui sont très solides, qui sont à l'abri de l'impact du chalut et qui vont profiter des animaux morts après le passage du chalut, jusqu'à des espèces qui ne s'en remettront pas après le passage d'un chalut. Ce sont par exemple des éponges ou bien des grands bivalves qui sont plantés dans la vase et qui ne peuvent pas se remettre eux-mêmes en position de vie. François, j'ai cru que tu me faisais un signe, je ne suis pas en retard. Tu m'as fait un signe. Je suis en retard. Et quand on prend ça, j'ai presque terminé, je vais terminer. On peut, à partir de l'abondance relative de chacun de ces groupes-là, tirer aussi un indicateur très très classique de perturbation par les chaluts. Et ça a été appliqué en Méditerranée et on voit qu'on ne voit pas grand-chose. Bon, on n'a pas beaucoup de points, mais il y a quelques problèmes à régler. Donc là, on ne pourrait pas trop se prononcer sur ce qui se passe, même si ce sont des zones qui sont relativement sous l'activité des chaluts, mais on a d'autres indices du fait que ça aille pas très bien, enfin en tout cas ça va peut-être moins bien que dans le passé, là où vous avez la comparaison entre les revisites qu'on a faites de quelques stations qui ont été échantillonnées donc dans les années 60 et puis ce qui a été rééchantillonné, exactement les mêmes stations dans les années
2018. Et on voit qu'on a une baisse de biodiversité qui est très très nette dans la plupart des stations. Et ça, c'est pas forcément rassurant sur l'état de santé de l'écosystème, justement. Et puis si on applique un peu les mêmes analyses, des analyses multivariées à ces données-là, on voit qu'il y a aussi une banalisation des fonds par rapport à 1966. Vous voyez qu'il y a une forte variabilité de toutes ces stations-là autour des années 66, celles qui sont tout autour. Et puis en 2018, on se retrouve avec des choses qui sont beaucoup plus proches. Et ça, c'est pas forcément non plus très très bon signe. Voilà, je vous avais parlé de caractériser l'effet récif généré par l'implantation des mouillages fixes. Je sais qu'ils ont été déposés à l'eau, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient sortis. Donc peut-être que Georges et François pourraient vous en parler si vous avez des questions là-dessus. Donc l'objectif, c'est de regarder qu'est-ce qui pousse sur ce qui va être mis comme sur j'imagine, les structures qui sont au fond et puis les ancrages. Voilà, en conclusion, on est parvenu à caractériser l'environnement, évidemment. On a décrit les communautés, on les comprend un peu mieux qu'avant. On a aussi montré des différences dans le fonctionnement et on voit beaucoup mieux comment ces zones-là fonctionnent. On voit qu'il y a une très nette différence entre les habitats. Au niveau de l'état de santé, on n'a pas pu se prononcer vraiment, mais on a des changements à long terme qui sont forts. On a des hypothèses sur ces changements-là qui sont liés à la pêche, mais peut-être aussi au changement climatique. Et donc, je serais très heureux d'en discuter avec vous. Et j'en ai terminé. Bonjour à toutes et à tous. Donc Ingrid Peziat, géographe et donc enseignant-chercheur à l'UBO au laboratoire LETG, Littoral, Environnement, Télédection, Géomatique. Alors avec Jacques, je coordonnais donc le lot 2 et donc là, je vais vous parler plutôt donc de la tâche 2.5 de ce lot 2 qui visait donc à construire une démarche méthodologique permettant à mesurer l'acceptabilité sociale des infrastructures et notamment qui passait par la mise en œuvre d'enquêtes de terrain auprès des usagers de la mer. Alors, je reviens très brièvement donc, sur la question de l'acceptabilité sociale. Donc, très vite, je vous passe les détails des revues de littérature inhérentes à toute recherche, etc. Donc, c'est une notion qui est assez complexe, qui est traitée de manière assez différente aussi en fonction des disciplines. Donc, voilà une thématique éminemment interdisciplinaire. Et donc, nous, c'est plutôt, dans le bilan de cette approche, attaché à appréhender donc l'acceptabilité sociale par les perceptions et les représentations des acteurs, donc notamment pour définir les fondements et les facteurs qui influencent au final ces perceptions et ces représentations des projets éoliens offshore. Alors, l'échantillon qui a été, donc dans les choix opérés, donc nous sommes plutôt concentrés sur les acteurs et les usagers du nautisme, donc à savoir la plaisance et les loisirs nautiques. Je passe pour plusieurs raisons, mais essentiellement parce que souvent ils ont été sous-représentés dans tous les processus aussi des débats publics et dans les études et de la bibliographie, où on retrouve plus d'informations sur la pêche professionnelle. Néanmoins, donc, dans le projet APIL, il y a eu aussi donc, des enquêtes de terrain auprès des institutions et des marins de la pêche professionnelle, dont je ne parlerai pas, moi, aujourd'hui, mais ces acteurs maritimes ont aussi, bien sûr, été pris en compte. Nos enquêtes sont intéressées à un public d'usagers du plan d'eau de Pinmar au Croisic et la méthodologie d'acquisition de données s'est concentrée autour d'entretiens semi-directifs et de questionnaires en ligne. Vous comprendrez que la situation sanitaire a fortement aussi nous a amené à redéfinir la méthodologie vers ce questionnaire en ligne dont je reparlerai tout à l'heure. Alors néanmoins, dès 2018-2019, on a commencé donc par des entretiens face à face, donc pour deux raisons. D'abord parce que c'est un préalable en fin de compte essentiel sur le plan méthodologique pour pouvoir ensuite arriver à construire une grille de questionnaires pertinente. Et aussi c'était pour prendre un peu la température de l'acceptabilité
d'acceptabilité autour des acteurs du nautisme, et notamment des acteurs structurés qui étaient ciblés lors de ces entretiens face à face, donc plutôt des associations, des prestataires nautiques, des acteurs portuaires, etc., etc. Et puis un tout petit échantillon de 11 plaisanciers individuels qui ont été enquêtés aussi, mais là c'était par des entretiens pour plutôt préfigurer les questionnaires. Et puis ensuite est arrivée donc la situation sanitaire. Nous avions quand même déjà prévu de travailler à partir de questionnaires, mais plutôt des questionnaires face à face, pas forcément des questionnaires en ligne, puisque ces questionnaires visaient donc à faire de l'acquisition de données quantitatives, en tout cas de l'acquisition en gros volume, on va dire, de données, à la fois sur la spatialisation des activités nautiques pour comprendre leur déroulement dans l'espace et dans le temps, que je ne développerai pas aujourd'hui, mais Cyril Tissot et Damien en parleront peut-être. Et puis d'acquérir donc des données sur cette question de l'acceptabilité. Alors pour ce questionnaire en ligne, donc il a été diffusé en ligne, mais à partir donc des prises de contact auprès de structures nautiques, des groupes Facebook, des forums, de la presse locale, de l'affichage. Alors c'est pas SR code, c'est QR code. Excusez-moi, je vois que j'ai fait une coquille. Et au final, donc à nos 56 entretiens se sont ajoutés donc 724 questionnaires en ligne qui ont été remplis donc, de mai à décembre 2021. Donc un peu plus de 500 auprès de plaisanciers et un peu plus de 200 auprès d'usagers de loisirs nautiques, surfeurs, kitesurfeurs, plongeurs, etc. L'objectif, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure ici, c'était de travailler sur des pratiquants auto-organisés, c'est-à-dire non structurés en association, ce qui est aussi un petit peu on va dire innovant dans les démarches autour de l'acceptabilité, où souvent on travaille avec des acteurs plutôt structurés, et c'est ces mêmes acteurs aussi, des associations qui viennent souvent au débat public ou autre. Et puis dans nos plaisanciers et nos usagers de loisirs, eh bien on avait des résidents permanents et des résidents secondaires, l'approche étant toujours le fait que ce soit des pratiquants du plan d'eau considérés. Alors là, je passe très vite parce que je pense que voilà, ça, on l'avait déjà évoqué. Donc, on avait 5 thématiques abordées lors de ces entretiens et de ces questionnaires. La caractérisation de l'enquêté, de ses pratiques, du déroulement spatio-temporel de ces pratiques, la perception du territoire et des enjeux, sa connaissance du projet pilote, parce que ce qui nous intéressait, c'est de savoir est-ce que la connaissance du projet peut influencer l'acceptabilité ou la meilleure acceptabilité ou non, la perception du projet, et puis la perception du projet commercial, qui est quelque chose qu'on a enlevé dans la partie du questionnaire en ligne, parce que parallèlement, déjà, il y avait le débat public de Bretagne Sud qui s'engageait, donc pour pas trop faire d'ambiguïté, ce qui était déjà pas simple. Et puis voilà, c'était plus compliqué aussi d'aborder cette question en ligne. Alors sur les quelques résultats, alors ici il y a des choses que j'avais déjà abordées, mais ce qui m'intéressait, vous le comprendrez plus tard, c'était de voir effectivement si on avait des différences entre les données, ou les perceptions et les représentations acquises par entretien et celles acquises plutôt par le questionnaire en ligne. Donc ce que l'on observe, c'est que sur les perceptions du territoire par les usagers et les acteurs du nautisme, on a à peu près les mêmes grandes thématiques, les mêmes grandes thématiques qui reviennent, quelle que soit la méthode, autour du cadre de vie, la diversité économique du territoire qui est important pour les acteurs, et puis le cadre naturel préservé. La perception des enjeux du territoire aussi sont assez similaires, et on voit très fortement que dans les deux cas, que ce soit les acteurs structurés ou les acteurs auto-organisés, donc du nautisme, la cohabitation des usages est vraiment un élément très important. Et ça, je trouve ça assez éclairant parce qu'effectivement, lors des débats publics, on est bien sûr sur la cohabitation des usages, mais aussi beaucoup sur les aspects environnementaux. Et donc là, ça apporte aussi un éclairage par rapport à ça. Dans le questionnaire, on a la question du gestion des traits de côte qui est apparu, qui n'était pas dans les entretiens. Voilà, peut-être que là, c'est aussi parce que c'était plutôt des questions à choix multiples. Et puis toujours la préservation de l'environnement. Je passe très vite, je pense que je suis là. Ça va. Concernant la connaissance du projet, comme je vous le disais tout à l'heure,
eh bien, c'était une donnée qui était intéressante pour savoir effectivement est-ce que les acteurs du territoire, et notamment là on est encore sur des pratiquants, enfin c'est pas n'importe quel acteur du territoire, parce que c'est des gens qui vont en mer et qui vont être directement confrontés au parc éolien offshore dans leur pratique de loisirs. Et là on note globalement que beaucoup ont entendu parler, mais que la connaissance, malgré une communication très forte sur les territoires, et la connaissance fine des projets est assez médiocre, et voire très approximative dans les deux cas, que ce soit lors des données des entretiens ou des questionnaires. Et que globalement, on est sur un équilibre, enfin je dirais pas 50-50, mais presque entre du favorable et du très, très défavorable à défavorable dans les avis. Donc ça questionne quand même. Et donc on a aussi un autre aspect qui m'a interrogée, c'est qu'on a une légère surreprésentation des avis défavorables à très défavorables face au projet éolien offshore chez les acteurs plutôt auto-organisés, donc individuels. Et là, c'est peut-être une hypothèse, c'est que les acteurs structurés sont déjà peut-être plus impliqués en amont, justement, dans les processus de concertation, et peut-être ce qui va jouer sur une meilleure acceptabilité du projet. Et puis, on n'a pas d'effet pratique, que ce soit plaisancier, surfeur, kitesurfer, etc., vraiment sur la perception. Là, il y a encore des aspects à creuser, mais on n'a pas non plus d'effet très fort, visiblement, de l'espace de pratique, en fait. Si on est sur une pratique côtière ou une pratique un peu plus hauturière, comme la plaisance par rapport au surf, on n'a pas forcément non plus de différence. Pourtant, ces pratiquants ne vont pas être impactés de la même manière dans leur pratique de loisirs. Et puis, les plongeurs sont souvent un peu plus favorables, on va dire, dans leur perception. C'est un peu la seule pratique qui ressort un petit peu. Mais c'est sûrement aussi cette culture environnementale du plongeur. Dans d'autres études, on le retrouve aussi dans les aires marines protégées, cette sensibilité plus environnementale des plongeurs. On a pu mettre en évidence aussi, de manière un peu surprenante, qu'une bonne connaissance du projet ne semble pas améliorer l'acceptabilité. Alors, une très bonne connaissance du projet, oui, mais une bonne connaissance du projet ne suffirait pas. En fin de compte, on voit que dans les bonnes connaissances, c'est défavorable, plutôt de pair, et que faible connaissance est favorable au final. C'est peut-être ceux qui sont un peu plus détachés qui sont favorables. Alors ensuite, dans l'objectif de définition des indicateurs pertinents, en fin de compte, pour mesurer l'acceptabilité, on a cherché à analyser l'argumentaire qui était développé par les usagers lorsqu'ils parlent de leur positionnement positivement ou négativement face au projet. Et on voit qu'on a un certain nombre d'arguments qui ressortent autour des usages, de la cohabitation des usages, de la technologie, une certaine aussi... il mobilise beaucoup d'argumentaires autour de la technologie, des paysages ou encore de la transition énergétique. Et puis la biodiversité aussi. Voilà. Je passe vite. Donc, ce qui nous a permis d'identifier des indicateurs qui vont intervenir dans l'acceptabilité, des indicateurs qu'on retrouve de manière plus ou moins prégnante aussi dans la littérature et dans la bibliographie sur d'autres types d'acteurs. Mais par exemple, pour les résidents, ça va être davantage l'attachement au lieu qui va être prégnant dans les indicateurs d'acceptabilité. Nous, on l'a un petit peu moins vu, en fin de compte, dans les acteurs du nautisme, mais par contre, les questions autour des usages, de la technologie, comme je le disais tout à l'heure, des paysages et de la biodiversité vont avoir un poids assez significatif, et donc ça va être des indicateurs qui seront vraiment à creuser dans des suivis éventuels. Alors, à travers ces thématiques et ces différents indicateurs, on voit que c'est parfois ambivalent, en fin de compte, dans la manière dont ces notions sont mobilisées. Quand on parle, par exemple, des paysages, on a cet argumentaire qui est à la fois mobilisé positivement et négativement par les acteurs dans leur positionnement par rapport au projet énergétique. Et on le retrouve aussi dans le corpus de mots autour de la technologie aussi. On peut en parler positivement
positivement, mais aussi négativement, parce qu'ils peuvent avoir une certaine réticence sur la technologie de l'éolien en mer. Donc en tout cas, bon, là c'est à titre illustratif, mais en tout cas ça nous permet effectivement, ça nous donne des éléments pour creuser ces indicateurs et derrière aussi communiquer autour de ces projets. Donc on a pu identifier par rapport aux objectifs un certain nombre de facteurs qui vont influencer les perceptions et les représentations des projets offshore. Et puis on a encore un peu du pain sur la planche, parce qu'on a pris un peu de retard, même si le projet est terminé, on va continuer, et notamment la modification un peu de la méthodologie et le couplage, on va dire, entre le questionnaire en ligne et l'entretien, amener quelque part au cours du projet des nouvelles interrogations, notamment, comme je le disais tout à l'heure, une hypothèse entre est-ce que les acteurs et les pratiquants structurés ont une acceptabilité réellement plus forte que les pratiquants auto-organisés ou pas. Donc ça, c'est une hypothèse qu'on trouve dans les résultats, là, mais c'est encore quelque chose à creuser. Et est-ce que la méthodologie, en fait, le fait de faire des entretiens face à face et du questionnaire en ligne ne va pas aussi influencer de manière significative la manière dont les acteurs s'expriment? Et est-ce qu'en fin de compte, comme je le disais, il y a peut-être une acceptabilité un petit peu moins bonne des acteurs auto-organisés, donc des individus? Est-ce que c'est parce qu'ils sont pas... Voilà, ils se lâchent un petit peu plus devant leur ordinateur que lors d'un entretien face à face. Donc on a encore ces aspects-là à creuser quand même avant d'arriver à des résultats, des affirmations ou vraiment des résultats en termes d'acceptabilité. Par contre, c'est des aspects qui sont intéressants dans l'approche méthodologique du déploiement de la démarche pour évaluer cette acceptabilité, ces questionnements méthodologiques. Et puis pour terminer, donc on a commencé une expérimentation d'une démarche méthodologique. Il y a encore, je pense ça va évoluer, d'autres projets en perspective. Identifier, hiérarchiser aussi les facteurs qui vont intervenir dans l'acceptabilité. On l'a vu tout à l'heure. Et puis une application à des usagers de la mer auto-organisé, ce qui, comme je le disais aussi, est un peu nouveau dans la littérature. Enfin, il y a des expériences, mais pas tant que ça. Et par contre, on a un certain nombre de limites liées à la situation sanitaire, liées effectivement à des méthodologies complémentaires. En fin de compte, c'est assez intéressant sur le plan intellectuel, mais pour comparer, pour avoir des résultats, ça complexifie aussi les choses. Comparer des résultats d'entretien et de questionnaires en ligne, c'est pas tout à fait la même chose. En termes, on a eu aussi, donc je ne l'ai pas dit, mais cette tâche a contribué à former aussi des étudiants, puisqu'il y a eu un atelier de Master 2, du Master Expertise et Gestion de l'environnement littoral, et puis deux stagiaires de M2, mais j'en ai une, j'attends encore le rapport, donc je ne désespère pas, mais voilà. Et puis, il y a aussi eu l'influence du débat public du projet de Bretagne Sud qui nous a complexifié un peu la tâche parce que sur le questionnaire en ligne, on ne voulait pas le lancer donc en 2020 pendant le débat public parce que là, c'était... Et après, certains, faut encore que je creuse quelques résultats pour voir si dans les réponses, il n'y a pas eu de confusion entre... Et puis plein de perspectives, évidemment. Voilà. Merci beaucoup. Roda. Bonjour à tous. Roda Roufa-Garcia, je suis cadre de recherche à France Énergie Marine. J'ai travaillé sur le projet APIL en tant que postdoctorante l'EMAR et France Énergie Marine. Le travail que je vous présente a été coordonné par Nathalie Nikil de l'Université de Caen et Camille Mazet qui était au LEMAR à cette époque quand je faisais mon postdoctorat. Donc c'est la tâche 4.4, 4.3 du projet consacré à l'analyse des réseaux. Alors les réseaux d'acteurs jouent un rôle essentiel dans le déroulement des innovations. C'est-à-dire que dans le secteur EMR, ces innovations, on l'a vu, sont souvent empreintes d'une très grande complexité. Et ce caractère complexe va modifier les processus de gouvernance qui, eux-mêmes, dans le même temps, vont influencer la manière dont ces innovations vont être déployées sur le terrain. Il y a un avantage à utiliser l'analyse des réseaux pour comprendre comment ces innovations techniques influencent les influences réciproques entre sociétés et techniques
en lien avec l'arrivée d'un nouvel objet technologique. Cet avantage, c'est que l'analyse des réseaux libère, affranchit en fait des conceptions ou des distinctions entre microstructures, macrostructures, entre local et global. Non pas qu'elles soient aujourd'hui inopérantes, mais simplement l'introduction d'une EMR va conduire à les reconstruire, à comprendre comment elles se repositionnent aujourd'hui, ces distinctions, en considérant surtout une imbrication au jeu d'échelle qui permet de voir comment local et global finalement s'homogénéisent ou se traduisent en termes de type d'acteurs qu'on va retrouver sur le territoire, en termes de type de controverses qui pourront émerger des débats et des processus politiques. Et enfin, on utilise l'analyse des réseaux. On utilise l'analyse des réseaux pour sa capacité à renseigner sur les dynamiques de pouvoir en termes de liens, en termes de connexion, de topographie, des formes de reconfiguration, des formes d'assemblage entre les entités qui peuvent être très différentes. La méthodologie s'est basée sur le cas de Groix-Belle-Île. On est parti sur une ethnographie du processus de décision, dans la mesure où on essaie de comprendre comment ce processus de décision pour l'implantation du parc marche et qui décide, c'est-à-dire à la fois les acteurs et les acteurs en réseau. Je mets là ce petit schéma qui montre en fait le cadre méthodologique de l'ethnographie du processus de décision, qui prend en compte uniquement la concertation sous l'égide de l'État, qui a pu se superposée ou être menée en parallèle de la concertation sous l'égide de la CNDP. Cette concertation qui a démarré en 2000, au moment où l'appel à projet, le lauréat l'appel à projet EOLFO est désigné, la concertation avait déjà un cran d'avance avec notamment la CML et une concertation préalable qui a débuté et qui s'est terminée en 2017 avec la validation de la concertation Fontaine qui implique les maires des communes du raccordement. Nous, dans le cadre de cette étude, on s'est beaucoup intéressé à cette concertation qui est sous l'égide du préfet, du préfet de région, ou des préfets coordonnateurs, au sein de l'instance de concertation et de suivi, et aussi tous les avis publics, les avis officiels qui ont été émis lors de l'instruction administrative. Une fois que l'étude d'impact est déposée par les concessionnaires, le préfet demande donc l'avis de certains acteurs identifiés. C'est un processus normalisé. Et ces acteurs doivent donner leur avis sur le fait d'être favorables ou pas par rapport à la manière dont a été réalisée l'étude d'impact ou les enjeux qui ont été mis en évidence en même temps que les mesures ERC qui sont définies dans cette étude d'impact. Donc on considère à la fois l'instance de concertation et de suivi comme arène de discussion, de débat de cette concertation publique et politique, et l'instruction administrative qui s'est soldée par les arrêtés d'autorisation du 20 mai et ceux du 17 mai qui consacrent les changements techniques, le passage de 4 à 3 éoliennes notamment. Alors, l'instruction administrative donc a concerné 37 acteurs et l'examen de ces avis officiels entre favorables, sous réserve ou encore les accords tacites, étant donné que un avis non émis est réputé favorable. C'est-à-dire, par exemple, il y a des mairies qui ont été contactées par les préfets communautaires qui n'ont pas répondu. Et de fait, leur accord tacite est réputé favorable. On a mené aussi une enquête de terrain et réalisé 17 entretiens semi-directifs auprès des différents acteurs qui sont dans le cadre de la consultation de l'instruction administrative.
Et on a mené des observations directes grâce à des interactions, la participation à des réunions de l'ICS, des sorties en mer avec nos biologistes du projet APIL notamment. En termes de résultats, pour caractériser un peu les postures d'acteurs et de réseaux, je mets en évidence ici premièrement l'existence de réseaux primaires et de liens dits naturels du fait parfois de leur mandat entre plusieurs acteurs. On a les acteurs, quand je mets avis conforme, c'est surtout les acteurs tels que la préfecture maritime, commandant de zone maritime, qui, en droit, ces avis sont réputés conformes dans la mesure où le préfet est tenu d'aller dans la direction de ces avis. Et s'ils sont négatifs, s'ils sont défavorables, le préfet est tenu d'aller dans cette direction. On a ensuite des avis qui viennent du secteur de la navigation civile, de la navigation militaire, DGAC, DIRCAM, Aéronautique d'État. On a aussi à ce niveau-là la commission nautique, la grande commission nautique, les services de l'État du type DREAL, les DIM, les DTM et les commissions locales sur l'eau. Les opérateurs techniques, OFB, on a aussi le service l'archéologie sous-marine, l'ensemble des collectivités territoriales, mairies, communautés de communes, conseils régionaux, et les groupes socio-économiques, les syndicats, les comités des pêches, 29 comités du Morbihan, et aussi le grand site Gave-Quiberon, et en fait des entités indépendantes comme l'autorité environnementale, le CNPN ou le CODERS. Donc il y a des interactions dans les réseaux primaires qui sont très directes, où on voit un partage d'informations, où l'information circule assez aisément, et enfin où les acteurs de ces réseaux adoptent des positions plutôt similaires. Et comme je disais, c'est parfois du fait de leur mandat et du type de mission qui leur sont attribuées. Dans un deuxième temps, il y a comme ce maillage en fait de l'action publique environnementale locale, à mesure où, depuis l'événement de l'éolien en mer, l'intervention publique se diversifie aujourd'hui vers de nombreuses expertises, où l'on voit que les acteurs mobilisés se sont multipliés et la décision prise dans un contexte d'incertitude croise plusieurs enjeux, plusieurs positions. Certains acteurs vont penser en termes notamment de développement territorial ou de cohérence de politique d'aménagement. D'autres vont mettre en avant la biodiversité, la protection de l'environnement, des écosystèmes. D'autres encore vont mettre en avant des questions de coût, sans que l'une ou l'autre approche soit complètement exclusive. On voit ici en quels termes, en fait, l'environnement est posé en tant que problème public, et comment, et si la politique environnementale est profondément liée aujourd'hui à des territoires et des acteurs locaux, elle met aussi en avant la conjonction d'enjeux qui peuvent être globaux. En termes d'expertise par rapport à l'action publique environnementale locale, je fais une petite parenthèse sur l'action aujourd'hui des bureaux d'études qui interviennent de manière importante dans la production de cette expertise environnementale et qui sont un support indirect à l'action publique. En deuxième partie, une fois qu'on a fait l'ethnographie du processus de décision, on a mis en évidence les réseaux d'acteurs et leur posture, on s'est intéressé à la manière de comprendre les dynamiques de pouvoir dans le processus de décision. Et ça nous a amené à penser conjointement à la fois les enjeux écologiques et sociaux à travers l'approche par le socio-écosystème. Cette approche nous a permis de construire un cadre méthodologique qui permette du coup de relier à la fois les éléments humains, c'est-à-dire tous les acteurs de la gouvernance, et ceux qui relèvent de l'écosystème. Nous avons mis le réseau au centre de ce cadre méthodologique parce qu'on considère que c'est un objet frontière qui permet de relier l'ensemble de ces interactions et de mettre en avant les dynamiques d'interaction entre des entités très différentes, très hétérogènes et qui n'interviennent pas sur le même
sur la même échelle. Ce cadre méthodologique a été développé de sorte qu'on a pu produire cette modélisation qui montre les positions et la capacité d'influence des variables dans le processus de décision, étant donné qu'on a identifié un certain nombre de variables écologiques et de variables sociologiques. La modélisation, d'abord, confirme certains réseaux et liens primaires entre les acteurs de l'environnement. On voit les gros rangs, l'OFB et l'autorité environnementale, qui sont très centraux dans la manière de définir l'environnement, dans la manière de caractériser ce que doit être les solutions les solutions aux impacts potentiels de l'éolien en mer. On voit aussi en carré des acteurs de liaison qui font le lien entre les réseaux, notamment la DDTM, et entre des enjeux, notamment l'ichtyofaune, qui sont en carré. La modélisation montre aussi la manière de penser. C'est une modélisation qui montre la manière dont est posé le problème environnement en lien avec un parc éolien flottant. C'est-à-dire qu'il y a une vision trophique qui émerge, mais elle n'est pas encore prédominante, dans la mesure où elle ne s'impose pas devant la défense de groupes écologiques spécifiques et elle ne s'impose pas vis-à-vis des protections réglementaires qui ont encore un effet très lampadaire sur la définition des impacts, des choix méthodologiques des impacts ou des espèces à mettre en avant dans les études d'impact. Et ce sera tout pour ma présentation. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Donc c'est la 7e présentation. J'ai 32 diapositives. Voilà, donc c'est un travail d'économiste. Donc Hélène Buchholzer a réalisé son stage de Master 2 en 2019-2020. Et donc avec mes collègues, Marjolaine Frézard, UBO, Université, et Christelle Legrand, Ifremer. On a donc accompagné Hélène et d'ailleurs hier Hélène Buchholzer a transmis la 3e version d'un article issu de ce travail à une revue bien cotée mais assez exigeante aussi. Mais bon, on est toujours dans la course. Alors l'originalité, c'est que la méthode de la vulnérabilité qui a été développée dans le cadre du GIEC, le groupe d'experts internationaux sur le changement climatique, qui consiste à tenter d'évaluer, pas forcément avec des sous, le qualitatif, la vulnérabilité de communautés côtières touchées par le réchauffement, ou la montée des eaux. Eh bien, cette méthode a été adaptée à l'échelle locale du parc de Groix-Belle-Île, en considérant une concurrence spatiale entre une ancienne activité, la pêche maritime, et une nouvelle, l'implantation d'énergie marine en mer, d'éoliens flottants, sachant que le nouveau va gêner l'ancien. Et s'il n'y a pas de règles de cohabitation, les tensions, les conflits sont inévitables. La méthode ici est conçue pour être un outil de négociation afin d'apaiser ces tensions et de tenter de trouver un compromis entre deux activités concurrentes pour l'espace. Voilà, bon, donc ça on en a parlé, je ne vais pas y revenir. Concurrence spatiale. Voilà, alors cette méthode ici a comme intérêt de s'appuyer à la fois sur des données quantitatives, c'est-à-dire des données de performance économique, de chiffre d'affaires, de coûts, de revenus des flottilles, mais d'intégrer également des variables qualitatives, c'est-à-dire l'attachement que peuvent avoir les pêcheurs pour une zone de pêche ou pour une espèce qui est ciblée ou une technique de pêche, c'est-à-dire toute une dimension qui n'est pas monétarisée, qui est très difficile à évaluer monétairement.
Donc le cadre de la méthode, ici qui n'est pas original, hein, qui a fait l'objet de nombreuses publications, c'est d'avoir une vulnérabilité qui dépend de deux indicateurs, l'exposition au risque, ici définie par l'accès à l'espace et puis dans le temps, la sensibilité des pêcheurs à ce risque, c'est-à-dire d'implanter une ferme d'éoliennes flottantes, des dépendances donc en dépendance environnementale, économique et culturelle, et enfin ce qui va atténuer la vulnérabilité, la capacité d'adaptation. La capacité d'adaptation avec ici différentes formes de capital, hein, il y en a 5. Donc la partie droite ici, de D1 à D10, ça, ce sont des indicateurs que nous avons construits spécifiquement au cas d'étude. Donc, ce qui veut dire que c'est de la pâte à modeler, c'est très flexible. Le problème de la pâte à modeler, c'est qu'on n'a pas de règles tangibles, strictes. Donc, à nous d'intégrer des règles pour que les résultats puissent être utiles et servir à un outil de négociation entre les pêcheurs ou les représentants des pêcheurs et tous les autres acteurs qui ont un intérêt pour cet espace. Donc on a pu, donc ça c'est quelque chose d'assez classique hein, sur les résultats économiques, les performances, on a pu remplir, informer 3 types de flottilles. Donc on a distingué 3 types de flottilles en fonction du critère de longueur, les plus de 12 mètres et les moins de 12 mètres, quelque chose de classique dans la typologie des flottilles de pêche, et un deuxième critère qui est la technique de pêche, là aussi assez courant, les techniques traînantes et dormantes. Et à partir de là, on a interrogé le système d'information halieutique d'Ifremer qui est basé sur des enquêtes annuelles. Les enquêtes économiques sont produites depuis 2000, c'était la première année, donc ça fait plus de 20 ans de données économiques alimentées par le système d'enquête. Voilà ce qui nous a permis ici, sur des résultats moyens par flottille. La flottille côtière 1, ce sont les moins de 12 mètres dormants. Flottille côtière 2, les moins de 12 mètres traînants, et la flottille hauturière, les plus de 12 mètres traînants, essentiellement du chalutage. Voilà donc les différents résultats, mais ici, ça n'a aucun intérêt d'aller dans le détail. Avant d'avoir des résultats, il faut naturellement des scénarios, enfin scénarii. Donc on a considéré ici 7 scénarios distincts, en distinguant D1 c'est l'espace. Donc si D1 est égal à 0, ça veut dire que les pêcheurs ont une liberté totale de poursuivre les activités sur la zone d'impact. Et D2 c'est égal 0, ça veut dire qu'ils peuvent exploiter toutes les zones de pêche à proximité du parc toute l'année. Aucune restriction dans l'espace et dans le temps. On peut imaginer que sur la phase de construction, naturellement, il y a une restriction d'espace. Et puis ensuite, on a limité le nombre de scénarios, enfin, il y en a 7, hein, avec, je prends 2 autres exemples. Le scénario 5, par exemple, les pêcheurs peuvent exploiter la moitié de l'espace, donc ça veut dire qu'évidemment, il faut une planification maritime et définir les frontières de l'espace. Donc ça peut être mesuré en encablure, en brasse ou en milles nautiques autour de l'implantation. Donc là, 50% de l'espace peut être exploité, mais ça veut dire que ça contraint aussi les autres 50% où peuvent être situées les espèces cibles. Et sur la moitié de l'année, enfin la moitié du temps, pas forcément l'année, hein, mais la moitié du temps, ça peut être la moitié de la semaine ou la moitié de la journée. Voilà. Et puis le scénario 7, donc là, fermeture totale, aucun accès possible spatial et évidemment dans le temps. Les résultats, donc c'est l'avant-dernière diapositive. Alors
c'est l'intérêt aussi de ce qu'on appelle le principe de rapporteurs, hein, qui vont rapporter sur un article qu'on soumet à une revue, de dire je rejette, j'accepte ou j'accepte avec un certain nombre de modifications. Le rapporteur qui nous amène à cette troisième version nous a titillé, il a eu raison, sur la méthode. C'est-à-dire que les statistiques peuvent être manipulées, mais la méthode utilisée peut être aussi manipulatoire. Et donc, ce qu'a relevé ce rapporteur, c'est que 1 plus 1 égale 2, mais 1 fois 1 égale 1. C'est-à-dire, je m'explique, nous étions partis sur une méthode additive. Donc, 1 plus 1 égale 2. Additif, c'est-à-dire qu'on ajoute toute la série d'indicateurs, hein, de D1 à D10 que je vous ai décrit. Et ce rapporteur nous a dit, mais attention, dans une méthodologie d'indicateurs, il ne faut pas forcément faire 1 plus 1, mais ça peut être aussi combinatoire, multiplicatif. 1 fois 1 par exemple. Donc regardez ce que ça donne, et si ça ne donne pas du tout la même chose, vous pouvez aussi aboutir à des compromis qui ne sont pas les plus acceptables, ou en tout cas présenter des résultats fortement biaisés. Donc ici, en gris, on a la méthode additive, et en noir, en foncé, la méthode multiplicative. Donc on n'a pas des écarts considérables, donc ça conforte cette troisième version. Et ce que l'on voit ici, alors, la vulnérabilité, le score n'a pas d'unité particulière, c'est entre 0 et 1. Évidemment, plus on s'approche de 1, et plus la flottille est vulnérable, et plus on est proche de 0, et moins il y a de vulnérabilité. Donc ce qu'on constate, ça n'est pas extraordinaire, hein, on ne découvre pas grand-chose de révolutionnaire, c'est que les navires de petite taille et dormants sont les plus vulnérables, c'est la flottille 1, hein, qui est entre en gros 0,5 et 0,8. En revanche, entre la flottille 2 et la flottille 3, c'est-à-dire les moins de 12 mètres traînants et les plus de 12 mètres traînants, on n'a pas forcément des écarts, et même sur certains scénarios en multiplicatif, la flottille 3, c'est-à-dire les plus de 12 mètres traînants, est plus vulnérable que les moins de 12 mètres traînants. Voilà. Donc, à partir de là, on peut discuter avec les pêcheurs, enfin, en tout cas, présenter des résultats, hein. On n'est pas, nous, directement concernés par la zone d'impact. Et donc, le premier élément, c'est que cette méthode qui est issue du GIEC, hein, à l'échelle du changement climatique, a un intérêt sur des cas d'études comme celui que l'on examine à travers APIL. Deuxième élément, c'est qu'à travers cette méthode, on peut aussi intégrer des variables qualitatives, c'est-à-dire l'attachement du pêcheur à une zone indépendamment du chiffre d'affaires qu'il peut en tirer. Et donc, contester un usage de la zone qu'il exploite depuis plusieurs années par un nouvel arrivant. Hein. Le nouvel arrivant n'est pas forcément le plus apprécié. Il y a des barrières à l'entrée, hein. C'est quelque chose de classique dans la compétition. Donc ici, cet outil permet en tout cas d'apaiser les conflits qui peuvent exister. Et donc l'objectif, c'est de réduire les coûts de négociation. Hein. Je rappelle, 91 premières éoliennes implantées au Danemark. 2022, on attend toujours la première en France. Donc, si ça peut réduire les coûts de négociation et accélérer la transition énergétique, on aura contribué. Voilà, je m'arrête là. Donc, du coup, on va passer maintenant à la séance d'échange, de questions, qu'on va essayer de mener jusqu'à 16h au lieu de 15h50. Comme ça, on rattrape un peu le retard. Donc, y a-t-il des questions ? Armand ? Une question pour Pascal, j'imagine ? Merci, bonjour à tous et toutes, puisqu'il faut le dire aussi, et aux autres. J'ai plusieurs questions en réalité, mais je vais essayer de faire court, hein, quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps face à toute cette avalanche de slides-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien marin-pêcheur, mais j'ai travaillé dans le cadre du Conseil maritime de façade NAMO en tant que représentant des syndicats de salariés des entreprises maritimes. Et on s'est posé la question, quand on arrive au stade de la planification en mer, on est parti par la bathymétrie du large, on est venu, le plateau continental, le talus, le plateau, etc. Et on arrivait dans les 12 000. Et là, on a voulu laisser les 12 000 quelque part dans les pattes des collectivités qui pouvaient présenter un volet maritime pour leur SCOT ou bien un projet de territoire qui allait jusqu'à là. Et effectivement, là, il y a une vraie carence. Mais on a été la seule interrégion à présenter dans ces 12 000
pas une carte des vocations, mais une carte des priorités entre les vocations. Par exemple, dans les 12 000 Bretons et Ligériens, c'est la pêche qui est considérée en priorité 1. Et ensuite, on est trouvé, de l'autre côté, pour le coup, ZEE, on s'est retrouvé face à d'autres problèmes. Entre autres, le fait que la fiscalité, dont on n'a pas beaucoup parlé, la fiscalité qui est en lien avec l'implantation dedans les eaux territoriales ou au-delà dans la ZEE, n'est pas la même. À l'époque, elle n'était pas précisée non plus. Il s'avère que c'est un élément de choix et c'est bien dommage. Ensuite, sur des questions très précises que j'ai posées à la commission particulière de débat public, sur le statut des éoliennes flottantes en ZEE. Et effectivement, là, on m'a simplement répondu qu'il y avait une mission qui travaillait là-dessus, parce que ce n'était pas un navire, mais c'était un flotteur quand même, et on ne savait pas s'il allait y avoir un pavillon ou un droit du travail particulier qui serait celui du pavillon que l'on donnerait à ces flotteurs-là. C'est une approche très syndicale pour le coup. Hein. Et autrement, on se retrouve sur la dernière présentation principalement. Comment on fait pour vivre ensemble quand on nous chasse d'un territoire sur lequel on est inféodé? Et mes collègues marins-pêcheurs, que ce soit au Tréport, enfin sur tout le littoral, ils se sont retrouvés face à une PPE qui s'imposait. J'aime bien quand on me dit qu'il y a une commission de débat public. En réalité, on est censé présenter l'opportunité d'un projet ou pas et donner notre avis. En réalité, non. On est dans un État centralisateur et c'est la parole présidentielle qui présente la PPE pour la période donnée. Alors, qui l'a construit? À la CRE, la commission de régulation de l'énergie. Effectivement, la CRE, moi je représente le comité national dans cette instance, on a un groupe de travail sur la prospective. Et eux, ils s'en foutent, en réalité. En mer, à part les poissons, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est là qu'il y a un vrai problème, pour le coup, de savoir qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une certaine compatibilité entre ces nouvelles activités qui vont chasser des acteurs historiques. Donc, quelque part, je le résume simplement, on nous force à nous marier. D'ailleurs, c'est un peu le rôle, l'acceptabilité là, des infrastructures, des superstructures environnementales, puisque le titre, je ne l'ai pas choisi au hasard, c'est le sujet d'un prochain rapport, un avis du CESE national, là, le Conseil économique, social, environnemental, qui vient de travailler dessus. Le bureau vient de voter l'avis, donc vous allez bientôt l'avoir à votre disposition. Pour la petite histoire, il n'y a pas un seul marin dans cette instance. C'est la 3e instance d'aide aux décisions du gouvernement. Il n'y a pas un seul maritime. Donc ils ont une vision complètement portée par le terrestre. Et la vraie question, c'est qui a à perdre, qui vit de la mer, qui vit sur la mer, qui vit par la mer, et qui est le seul à perdre quelque chose quand on installe ces infrastructures-là. Et tout le monde reconnaît, les marins-pêcheurs aussi, qu'on a ce lien entre l'énergie électrique qu'on va produire et avec ces éoliennes, et l'énergie halieutique que nous, on produit pour nourrir chaque petit corps humain que nous sommes tous. Et là, il y a un choix à faire. Et là, effectivement, il y a une présentation des exigences auxquelles on doit répondre. Le GIEC, il le formule très bien. Et la réalité, c'est-à-dire comment on fait accepter aux gens un nouveau monde, un nouvel équilibre, où la vocation de la mer a été complètement bouleversée. On l'a changé et on lui donne une autre vocation. Et comment, dans ce contrat qui va se passer entre les porteurs de projets éoliens et les pêcheurs, on est quelque part l'équivalent d'une dot, comme quand on force à un mariage et puis on donne une dot pour qu'on prenne la mariée et puis voilà, c'est bon. C'est très brutal cette façon de présenter les choses, mais acceptabilité, si vous mettez consentement à la place, vous voyez très bien comment ça peut se passer et comment ça peut être interprété. Les mots ont un vrai sens pour le coup. En tous les cas, je vous remercie. Je regrette qu'on n'ait pas pu utiliser, tu sais pourquoi, les données de Valpena. Ça n'est pas dépendant de ma volonté. On a déjà travaillé là-dessus. J'aurais bien aimé. Manque de bol, quelque part aussi. Il y a des espèces de concurrence entre les diverses universités de Nantes, Bretagne Sud ou Ouest. Enfin bref, je ne vous fais pas de dessin. C'est dommage. On avait moyen de travailler là-dessus. On ne l'a pas fait. Le SIH l'a permis. Et puis, c'était aussi pas mal. En tous les cas, merci beaucoup. Et puis... j'espère qu'on se représente. Alors, ce n'était pas vraiment une question, c'était plutôt un commentaire, et avec le recul de 50 ans sur l'eau. Voilà, merci. Merci beaucoup, Armand. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ces commentaires? Merci. Vous avez
Vous avez évoqué un nombre de questions juridiques assez impressionnantes en quelques instants. La fiscalité, ça a évolué. Au laboratoire Amur, on a été auditionné par des inspections du ministère de la Mer sur ce sujet. Et en gros, il y a une fiscalité qui va ressembler très fortement à celle qui se passe dans les 12 000. Et puis, il y a un point sur lequel j'ai été sensible quand même, et je vous rejoins, c'est que finalement, c'est porté, ce projet d'énergie, ces projets d'énergie sont portés par la DGEC, par le ministère de l'énergie. Et je pense que si dès le départ, on avait réussi à acculturer les gens qui portent ce projet à la mer, ça se serait sans doute mieux passé. Je pense qu'il y a un vrai problème à la fois d'organisation administrative de l'État et de culture dans cette question. Oui, rapidement sur l'histoire des données Valpena et ACH, c'est pas neutre. Hein. Les Anglais l'ont bien compris par rapport au Brexit, et le dernier rapport du sénateur Cadec, président de la commission pêche, dans les annexes, souligne ce point qui doit être résolu, c'est-à-dire que les Français puissent causer ensemble, qu'ils soient à Nantes, à Brest ou à Lorient. Hein. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Bonjour à tous, pardon. J'ai plus beaucoup de voix aujourd'hui. Ça sera juste des questions et pas de commentaires. Donc sur l'intervention de Madame Peusiat, je me posais la question pourquoi ce choix aujourd'hui de présenter que les résultats de l'accessibilité sociale envers le nautisme et le loisir et pas la pêche, notamment. Et après, j'avais une autre question plus technique sur la dernière intervention de Monsieur Le Floch. J'ai pas très bien compris les scénarios envisagés, les 7, il me semble, quand vous parliez de savoir si la pêche était possible ou pas. Est-ce que vous parliez au sein même du parc ou c'était à l'extérieur ? Parce qu'il me semblait que le flottant, on entend plein de choses là-dessus. Pardon, Faustine Masson, chargée d'éolien en mer au CRPM Nouvelle-Aquitaine, pardon. Donc j'ai beaucoup entendu de choses sur le flottant notamment, donc c'est pour ça que je me posais cette question. Merci. Merci beaucoup de ces questions. On va laisser Ingrid répondre à la première. Merci pour la question. Alors, François Leloc peut-être pourra compléter ma réponse. En fait, au départ du projet, l'acceptabilité, et effectivement, je rebondis, je préfère l'utilisation du terme perception et représentation que acceptabilité, parce qu'effectivement, certains disent acceptabilité, puis on pourrait parler aussi de dérisquage pour d'autres, enfin voilà, selon le vocable utilisé. Et donc, pour revenir aux perceptions et représentations des marins-pêcheurs professionnels, donc qui ont été recueillis par entretien. En fait, au départ, il y avait un laboratoire de Nantes qui travaillait, qui était associé au projet, qui, dans l'histoire du projet, a dû se retirer. Donc, le recueil de l'information a néanmoins été assuré, mais le traitement et l'analyse des entretiens, pour l'instant, n'a pas pu être exploité. Mais peut-être, voilà, François, si tu as d'autres commentaires. Oui, c'était en partie, c'est une étude qui a été commencée, mais qui n'est pas encore complètement finie dans le cadre d'APIL, donc on ne peut pas vraiment répondre complètement à votre interrogation. Pascal, si tu veux répondre à la deuxième question. Peut-être juste, François, par rapport aux données pêche, il y a un journal de bord qui a été fait, qui va être rendu public, qui présente les tendances en fait, de la perception par les pêcheurs professionnels. Donc c'est un journal de bord qui a été réalisé, qui synthétise un peu les premières analyses sur les données d'acceptabilité par la profession. Et donc ce journal va être disponible, je présenterai à la fin de la journée la plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver l'ensemble des livrables, dont ce journal de bord. Donc pour la deuxième question, la réponse est oui, c'est-à-dire que les scénarios présentent des résultats
à partir des données collectées. Donc les données d'Ifremer ont été identifiées à partir de carrés. Alors c'est des gros carrés, hein, j'ai plus en tête le nombre de 1000, c'est des gros carrés, mais voilà, on fait avec la dimension la plus faible. Et les données qualitatives, donc c'est Hélène Buchholzer qui a pu faire malheureusement que 10 enquêtes, parce que c'était entre le 1er et le 15 février 2020. Hein, juste avant le premier confinement, mais auprès de pêcheurs de l'Orient, l'Octudie aussi, je crois. Et donc là, elle avait une carte plus précise pour demander aux pêcheurs quel était le zonage, quoi. Donc la réponse est oui, c'est par rapport à la zone d'impact la zone d'implantation du parc. Merci Pascal. On aura après la pause café d'autres modélisations spatiales justement qui répondront aussi partiellement, en tout cas, à votre question. Oui. Oui, alors bonjour, Benoît Figuered, EDF Renouvelable. Donc, moi, je travaille sur la concertation avec les professionnels de la pêche sur l'ensemble des projets du groupe. Et ma question, c'est, j'ai entendu en début de réunion, je crois que c'était M. Boyer qui disait ça, que un des points faibles de la planification était l'absence de planification environnementale. Et je me demandais qu'est-ce qui était entendu par planification environnementale et en quoi pensez-vous que ça faciliterait l'acceptabilité ? Il s'agit de l'évaluation environnementale de la planification. C'est-à-dire que la planification, elle peut être faite un peu comme ça, c'est ce qui a été fait en 2009, ou bien elle peut exister dans des documents qui sont cadrés par des procédures. Par exemple, en France, il y a une 50aine de plans ou de programmes qui sont soumis à évaluation environnementale. Et dans la démarche pour l'éolien en mer, on a fait un peu de planification, bon, mais pas dans le cadre d'un document prévu par le législateur et qui donnerait lieu à évaluation environnementale.